Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qu'on a l'honneur d'avoir avec plusieurs femmes militantes africaines. Je vous avoue qu'il est possible qu'il y ait quelques petits problèmes techniques. On sait qu'il y a des grandes inégalités dans l'accès à Internet, donc on espère que le tout se passera pour le mieux, mais on vous remercie de votre compréhension pour les possibles difficultés. Pourquoi avoir organisé ce webinaire en collaboration entre le Comité québécois de coordination de la Marche mondiale des femmes et le Comité québécois Femmes et Développement? D'abord pour entendre la voix des femmes africaines qui sont sur place pendant cette pandémie de la COVID, et qui en vivent de plein fouet à la fois les effets dus directement à la pandémie, mais aussi les effets socio-économiques qui sont liés à l'isolement. On sait que la majorité des populations africaines sont des travailleuses et travailleurs informels qui ont besoin d'être en contact avec le public pour survivre au quotidien. On sait aussi que dans de nombreux pays, la violence faite aux femmes a été haussée due au confinement. Et donc, il y a plusieurs questions qui touchent directement les femmes et qui, elles, jouent, on le sait, un rôle essentiel en termes de travail de reproduction, de soins auprès de leur famille, mais aussi de mobilisation et de résilience de leur communauté face à ce type de crise. Donc, premièrement, on veut entendre leur voix parce que aussi, on parle beaucoup des risques pour l'Afrique et pourtant, il y a eu moins de conséquences encore que la situation semble s'aggraver en ce moment par rapport à la COVID, mais on sait qu'il y a des informations, qu'on n'a pas toute l'information nécessaire pour avoir un portrait global de la situation actuelle du contexte local en Afrique. Et donc, voilà, donc on veut entendre ces voix. Mais on veut aussi apprendre de leur manière de se mobiliser, de s'organiser face à ce type de situation de crise et aussi se solidariser de leur lutte et qu'elles aussi puissent se solidariser de nos luttes. Donc, comment bâtir une solidarité réciproque entre les groupes de femmes africains et les groupes de femmes québécois ici. Donc, c'est un plaisir de vous avoir ici. On sait qu'il y a près de 90 participantes et participants qui se sont inscrits au webinaire. Vous ne nous voyez pas, on ne se voit pas, mais sachez qu'on est plusieurs à écouter cette diffusion. Et donc, je vais juste vous nommer les différentes personnes qui vont présenter. Donc, il y a Madame Bintou Dao, qui est du Burkina Faso, qui va débuter la présentation. Ensuite, il y a Innocentia Guedegbe, qui est du Bénin, Solange Koné de Côte d'Ivoire et Thérèse Dikangou de République démocratique du Congo, qui seront avec nous. Il y a aussi une vidéo d'Emilia Castro du Québec, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui nous présentera la situation actuelle au Québec. Il y aura ensuite une période de questions où vous pourrez échanger et poser les questions, réfléchir avec nos présentatrices. Donc, j'inviterai nos invités d'Afrique à allumer leur caméra. Donc, Bintou, Solange, si vous pouviez allumer votre caméra. Voilà, Solange. Bintou, s'il vous plaît. Si vous pouviez allumer votre caméra dans le coin en bas à gauche de votre écran. Bon, donc, il y a peut-être un problème technique. Donc, comme Madame Solange a déjà réussi à allumer sa caméra, peut-être qu'on peut commencer par Solange Koné qui va répondre aux deux questions. Avant tout, je vais la présenter. Ah, bon, c'est Bintou. OK, bon, je vais respecter donc l'ordre. Donc, Bintou peut présenter en premier. Je vais vous la présenter brièvement. Donc, Madame Bintou Dao du Burkina Faso est présidente de la Marche mondiale des femmes Action nationale du Burkina Faso et présidente de l'association Kanoudia Moufida, AKMU, pour le développement du genre. Elle est trésorière générale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, antenne du Burkina Faso.
et membre du bureau du réseau des femmes de foi pour la paix, chargée de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation économique des femmes. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame Daou. Bintou? Oui. Vous pouvez prendre la parole. On vous entend déjà, en fait. Bonsoir, Amélie. Est-ce que je peux partager mon écran avec vous? Je ne crois pas en ce moment, mais ça pourrait être arrangé avec les personnes de la COSI. Oui, c'est fait. Vous pouvez maintenant partager. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Daou Bintou du Burkina Faso. Je vais vous faire une brève présentation du contexte du Burkina Faso avant de passer à la réponse aux deux questions qui m'ont été posées pour ce webinaire. Sur ce, je vous présente le plan, la biographie, le contexte, les deux questions, comment les femmes s'organisent et la conclusion. Alors, je suis Madame Daou Bintou, Mabounou Bintou. Je suis née en 1953 à Bobo-Dioulasso. Je suis veuve et mère de 3 enfants. Ma profession comptable transitaire déclarant en douane à la retraite. Je suis la présidente de la Marche mondiale des femmes, Action nationale du Burkina Faso. Je suis la présidente de la Marche mondiale des femmes, Action nationale du Burkina Faso, MMF-ANBF. Je suis la présidente de l'association Kanoudia pour le développement du genre. Je suis la trésorière générale du réseau Paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO antenne du Burkina Faso. Je suis membre du bureau du réseau des femmes de foi pour la paix, le REFOP, chargé de l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des femmes. Voilà, je vais vous présenter un peu le contexte burkinabé. Le Burkina Faso a connu son premier cas de COVID-19 le 9 mars 2020. Depuis lors, la pandémie sévit au Burkina Faso et continue sa progression. En comparaison de la prévalence de la pandémie dans les autres pays en Afrique et dans le monde, on pourrait estimer a priori que le Burkina Faso fait partie des moins touchés. Cependant, depuis l'apparition du premier cas et en raison des mesures restrictives prises, l'impact socio-économique de la pandémie sur la population en général et sur les femmes en particulier est considérable. En effet, le secteur informel fournit une bonne partie du PIB au Burkina Faso et mobilise 70% de l'emploi total non agricole, près de 95% des travailleurs et travailleuses de l'agglomération de Ouagadougou. Avec la survenue de la maladie à coronavirus, ce sont de nombreux acteurs et actrices du secteur qui se sont vus privés de leurs sources de revenus. L'impact de la pandémie se traduit aussi par une aggravation de la pauvreté, de la faim et des inégalités sociales. Selon le PNUD, en 2020, la croissance économique ralentirait drastiquement pour s'établir à 2,0%
contre 6,3% initialement postulés. Depuis la fin du mois de novembre, le Burkina Faso est confronté à une recrudescence de la pandémie de la COVID-19 avec une deuxième vague. Cette vague, selon les spécialistes, est caractérisée par une prédominance à transmission communautaire. Plusieurs localités du pays sont désormais touchées par le virus, avec plus de 11 475 cas enregistrés, soit 4 271 femmes et 7 205 hommes. L'on a enregistré plus de cas de COVID-19 au Burkina Faso courant mois de décembre 2020. En moyenne, 130 cas ont été enregistrés par jour durant ce mois. Même si le nombre de cas a commencé à régresser en janvier, avec 127 cas par jour, le coordonnateur du centre de riposte maintient le niveau d'alerte en affirmant une augmentation du nombre de décès. Le pays a enregistré 54 décès depuis le mois de décembre. Les régions du centre et de Haut-Bassin, qui abritent respectivement les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, constituent les épicentres de la pandémie, soutient le docteur Brice Bikaba, coordonnateur du comité de riposte du COVID-19. Cette situation de la pandémie de COVID-19 conduit inexorablement à la vulnérabilité des femmes en matière de pauvreté, de droits, d'inégalité et de violences basées sur le genre. Quant à la question, quels sont les effets de la pandémie sur la vie et le quotidien des femmes dans votre pays, il faut noter qu'au Burkina Faso, les femmes sont présentes dans presque tous les emplois du secteur de l'économie informelle, comme cité plus haut. Avec l'avènement de la pandémie, elles subissent au quotidien les effets néfastes de la COVID-19 sous plusieurs angles. Ces effets néfastes se ressentent aussi bien sur le plan de l'emploi, du travail, de la violence, de la pauvreté, de l'alimentation et de l'environnement. Sous l'angle de l'emploi, les emplois du secteur de l'économie informelle, l'agriculture, la maraîchère-culture, l'élevage, le commerce général, la transformation, l'artisanat sont occupés à près de 70% par des femmes. Avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, nous constatons une perte progressive de ces emplois due au ralentissement des affaires, avec pour corollaire la fermeture de nombreux commerces, la réduction du personnel dans la plupart des services, entraînant ainsi la baisse de leurs revenus. Alors, sous l'angle de la nourriture, les femmes, les conséquences économiques de la pandémie ont aggravé la faim au Burkina Faso. Ce sont 2 millions de Burkinabés qui souffrent de la faim et ont besoin d'une aide d'urgence, une partie d'entre eux ayant perdu leurs emplois suite aux mesures restrictives. Notons que les femmes constituent la couche la plus touchée par cette situation de faim, étant donné que la femme représente le pilier de la famille sur le plan alimentaire. Sur le plan du travail, les mesures restrictives prises par les autorités burkinabées, notamment la mise en quarantaine des grandes villes, la fermeture des écoles, la fermeture des frontières de certains pays limitrophes, la limitation des déplacements, l'interdiction de voyager et la fermeture des marchés et IA entraînaient un impact négatif sur les activités économiques au Burkina Faso. Depuis lors, les femmes du Burkina Faso subissent au quotidien le ralentissement de leurs activités économiques. Ces effets sont liés principalement aux difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité ou matières premières ou intrants pour la production, l'une des principales activités des femmes au Burkina Faso. Vu sous l'angle des violences, il faut noter qu'au Burkina Faso, la pandémie affecte négativement la vie au quotidien des femmes. Elles sont victimes de pertes en vies humaines, des violences physiques, morales, sexuelles, le harcèlement sexuel, sexiste, économique, psychologique, culturel, et tout cela rehaussé par l'accroissement du taux de la pratique clandestine des mutilations génitales féminines MGF. En effet, le maintien des hommes dans les foyers à travers le couvre-feu qui avait été instauré de 18h à 5h du matin, ainsi le manque d'activité nocturne, a causé la recrudescence des violences conjugales, des mariages précoces et autres violences basées sur le genre. Quels sont les effets de la pandémie sur la vie au quotidien continu? La pauvreté, sous l'angle de la pauvreté semble avoir un visage féminin.
Ce n'est pas parce que la femme ne sait pas faire des affaires. Le principal problème est que la femme, même intellectuelle, n'a pas toujours le contrôle des fruits de sa production. Patriarcat oblige, car comme le dit un adage de chez nous, le crapaud et ses tripes appartiennent à la vipère. Il est certain que la pandémie de la COVID-19 a aggravé la pauvreté des femmes en mettant en exergue les inégalités socio-économiques. Quand on sait qu'au Burkina Faso, les revenus des femmes du secteur informel de façon générale sont consommés par les dépenses des ménages, souvent laissées à la charge des femmes, c'est-à-dire l'alimentation, l'habillement, les frais médicaux, la scolarité, etc. Alors, quant à la deuxième question, comment les femmes s'organisent pour développer des alternatives pour résister et pour réagir à cette pénible situation? En effet, il est indéniable que le secteur de l'économie informelle fournit une bonne partie du PIB au Burkina Faso. Les femmes burkinabées, dans leur élan de solidarité et entrepreneurial, développent des alternatives en synergie entre elles, c'est-à-dire les populations, les productrices, les vendeuses et les clients pour résister aux effets de la pandémie. Il s'agit, entre autres, des formations et animations de séances de sensibilisation sur les mesures barrières au profit des populations dans les différents lieux de regroupement, les sites de personnes déplacées internes, les marchés, les yards, les écoles, les lieux de culte, les bornes fontaines, les compagnies de transport, etc. La création d'espaces de vente, marchés tout azimut devant les domiciles et sur les grandes artères des villes et campagnes, et particulièrement dans tous les secteurs de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La vente des produits de tout genre, l'habillement, les fruits et légumes de porte à porte, l'installation des dispositifs mesures barrières, c'est-à-dire le respect du port de masque, lavage des mains à proximité des espaces de vente et devant les domiciles pour éviter la propagation de la maladie. L'approvisionnement en produits par affinité et par les canaux de potentiels fournisseurs et les réseaux sociaux. La collaboration directe à travers des échanges de produits entre différentes actrices. Le développement de services de livraison à domicile, la vente en ligne, Internet de certains produits, etc. En conclusion, pour contenir la pandémie, 21 laboratoires sont actuellement à mesure de faire les tests de diagnostic rapide dans plusieurs centres de santé au Burkina Faso. Des équipes travaillent à la réduction du nombre de cas sévères afin d'éviter une saturation des centres de prise en charge. Le plan de riposte est actuellement en révision afin d'optimiser les prises en charge dans les centres de santé. Par ailleurs, le pays n'enregistre pas de nouvelles souches et celles déjà identifiées sont celles qui circulent dans la sous-région ouest-africaine. À la date du 20 février 2021, le comité de riposte maîtrise la situation à travers les résultats assez satisfaisants qui soulignent la réduction sensible des cas de contamination communautaire allant de 130 à moins de 50 contaminations par jour, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous constatons par ce qui précède que les femmes se battent au quotidien pour relever les défis de la pandémie malgré le contexte national assez difficile. Il serait louable que des actions spécifiques au contexte de la pandémie soient mises en œuvre pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles durant la période de COVID-19. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci énormément, Bintou. Je pense que c'était très intéressant et que ça lance bien la discussion pour la suite. On voit que les femmes burkinabées ont fait preuve de beaucoup de créativité, d'adaptabilité, de manière et ont trouvé des manières de résister et de favoriser le respect de leurs droits économiques, sociaux et autres pendant cette pandémie. Donc, on pourra approfondir par la suite lors de la discussion. Maintenant, je passerai la parole à Madame Innocentia Guedegbe, qui est du Bénin. Elle est économiste de formation, spécialiste en genre et développement local, consultante dans le domaine des droits de la femme et de l'enfant.
Elle est aussi directrice exécutive de APFEM-ONG, vice-présidente du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin et coordonnatrice béninoise de la Marche mondiale des femmes. Donc, Innocentia, je crois qu'on doit arrêter le partage de l'écran de Bintou, si c'est possible. Donc, Bintou, s'il vous plaît, il faudrait arrêter le partage de votre écran. On ne peut pas le faire pour vous. En haut, vous pouvez peser sur le bouton « Arrêter le partage ». Je crois que c'est possible d'arrêter le partage dans la section participants pour elle, pour les autres. Ah, génial. Ah, bon, ben donc, Innocentia a disparu pendant la présentation. Donc, je vais passer la parole à Solange. Merci de vous adapter avec nous aux difficultés technologiques. Donc, je vais présenter Solange. À moins que Innocentia réapparaisse. Non, OK. Donc, je vais présenter Solange. Donc, Solange Koné est de la Côte d'Ivoire. Elle est directrice du département des politiques et stratégies à Sapussou, en Côte d'Ivoire, à titre d'assistante sociale. Elle a géré des partenariats et mis en œuvre des projets avec des organisations nationales et internationales, y compris les organisations du système des Nations Unies, dont le HCR, le PNUD, le PAM, l'UNICEF, l'UNFPA, l'OMS depuis 1987. Elle a depuis été chef du service social du Centre antidiabétique et du service de nutrition de l'Institut national de santé publique Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle a aussi été membre du Conseil international du Forum social mondial et coordonnatrice nationale et représentante Afrique de la Marche mondiale des femmes. Donc, merci Solange, la parole est à vous. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas fait de documents à partager, mais vous dire que le premier cas de COVID a apparu en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020. Et dès le 12 mars, en tant que présidente de la fêtière des organisations de santé et présidente coordinatrice de la Marche mondiale des femmes, le ministre de la Santé m'a invité à appeler les organisations de la société civile pour une information. Et donc, nous avons réuni ce jour-là 70 organisations de la société civile. Et le ministre nous a demandé, en tant que société civile, de jouer notre rôle en termes de communication auprès de la communauté. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été à des sensibilisations directes. Nous avons soutenu les communautés avec des produits de protection, les masques, les gels, la désinfection des lieux, etc. Et nous avons organisé un système de communication. Et nous avons été avec les radios, avec la télé, avec des affiches. Nous avons partagé les informations que le ministère souhaitait donner à la communauté. Et dans ces activités, les femmes ont joué un grand rôle. Elles ont relayé la communication des ONG dans les familles. Elles ont organisé, comment j'allais dire, les systèmes d'approvisionnement en nourriture et autres biens. Il faut noter au passage que lorsque l'épidémie est arrivée à un certain niveau, la ville d'Abidjan avait été coupée du reste du pays parce que nous étions en confinement. Et donc, les denrées alimentaires ne pouvaient pas venir sur la capitale. Or, Abidjan est une grande ville où il y a du monde. Et je vous dis au passage que la distribution alimentaire, c'est vraiment l'activité des femmes. Elles vendent les produits
frais, elles vendent de ce qui est déjà préparé, elles sont très dynamiques dans les circuits de distribution. Les femmes ne pouvant plus sortir pour faire cette activité, c'était grave à Abidjan. On ne savait pas quoi faire. De l'autre côté, les femmes qui assuraient, parce qu'il y a un circuit où les femmes amènent les denrées alimentaires de la région pour alimenter le marché avec leurs sœurs à la capitale. Donc, de l'autre côté, en milieu rural, les femmes ne pouvaient plus écouler leurs produits. C'était vraiment quelque chose de dramatique. Les familles n'avaient plus grand-chose parce que c'est au quotidien que vivent certaines familles. Les femmes, elles vont au marché et quand elles ont fini, c'est avec l'argent du marché qu'elles refont l'approvisionnement des familles. Et nous avons vécu cela pendant 1 mois. Le deuxième mois, en avril, les femmes ont dit non, ça suffit. On ne peut pas accepter comme ça de voir nos enfants souffrir de faim. Elles ont organisé un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Femme. Et elles ont dit, nous, on souhaite qu'on nous fasse des corridors pour approvisionner les marchés. Et c'est ce qui a été. La ministre a organisé une rencontre où elle a fourni du matériel de protection, du matériel d'hygiène sur les marchés pour permettre aux femmes de reprendre leur activité. Donc, elles ont gagné cette bataille de pouvoir s'approvisionner. Le gouvernement a autorisé la circulation des camions de service de l'intérieur du pays à la capitale, uniquement pour les femmes et les cas d'urgence, parce que le personnel médical était autorisé à circuler et les femmes ont eu une autorisation pour ça aussi. Donc, elles ont repris leur commerce, mais avec les exigences de respecter les mesures barrières. Nous avons ici ce que nous appelons les marchés gourous. C'est des marchés qui ont été créés uniquement par les femmes. Et ces marchés, je vous assure, vraiment font une grosse activité commerciale dans la ville. Et elles se sont dit qu'elles ne vont pas s'arrêter seulement au plaidoyer vers le gouvernement. Elles-mêmes, elles se sont saisies de la question. Elles ont organisé la désinfection des marchés. Elles ont organisé les circuits des clients. Le plus grand marché a 7 entrées. Sur les 7 entrées, elles ont fermé 4 entrées et elles en ont gardé 3. Une entrée pour les clients, une sortie pour les clients et l'autre entrée et sortie pour les camions qui approvisionnent. Et lorsque nous, en tant que société civile, c'est-à-dire Marche mondiale des femmes, les organisations de santé, lorsqu'on a vu ça, on s'est dit, mais il faut soutenir ça. Donc, nous avons désigné des volontaires qui sont allés sur les marchés pour les aider à réguler tout ça, parce que c'est du monde qui vient. Donc, il y a les volontaires, chaque entrée était occupée par un groupe de volontaires pour aider non seulement à se laver les mains, à utiliser les gels, à utiliser les masques, à sensibiliser, mais il y avait l'autre sortie aussi. Les circuits, on les a aidés. On a également aidé les camions parce que ce n'était pas évident, les gens se fâchaient, s'énervaient. Donc, on s'est mis à leur disposition et on a accompagné cette activité-là. La Marche mondiale des femmes était bien sûr au devant de l'activité. Donc, de cette façon, nous avons pu rassurer le gouvernement et qui a maintenu le commerce pour les femmes. Mais il y a une partie du commerce qui est celui de l'alimentation déjà préparée. Il y a chez nous ici ce qu'on appelle les maquis. Les maquis, c'est les lieux de restauration pour les femmes, la plupart du temps. Elles font du poisson
braisé, comme on dit, elles font du poulet braisé, elles font de la nourriture toute prête à manger. Là, on n'a pas pu faire quelque chose. Et ces lieux ont malheureusement fermé. Cette fermeture était vraiment dramatique aussi. Et on a donc repris les plaidoyers. Est-ce qu'on peut ouvrir les maquis à des heures et les refermer? Petit à petit, certaines femmes ont mis en place un service de livraison à domicile. Elles font la nourriture, elles se mettent en lien avec des jeunes qui ont des motos. Les jeunes viennent prendre la nourriture et vont la livrer là où il faut. Mais là, il a fallu structurer pour que les gens sachent qu'il y a de la nourriture. Donc, le commerce en ligne s'est mis en lien avec les femmes et c'est ainsi qu'on a pu conserver un minimum pour elles. Et donc, si le commerce a été cela, et du point de vue de l'emploi globalement, j'avoue que l'impact aussi a été important parce qu'il y a des endroits comme le port de pêche. La Côte d'Ivoire a un port de pêche et au port de pêche, les femmes sont là pour trier, pour faire aider à la vente du poisson et tout, et les bateaux ne pouvaient plus venir parce que les frontières étaient fermées. Si les bateaux ne viennent pas, c'est un manque à gagner pour elles. Et ça, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, ça a eu un impact important sur ces secteurs et bien d'autres secteurs qui ont été impactés par la question du COVID. Du point de vue général, la Côte d'Ivoire fait partie d'un des pays qui, j'allais dire, maîtrise quand même l'épidémie. Nous sommes dans le cas de contamination à entre 5 et 7%. Mais généralement, nous avons 5%. Et depuis l'éclatement de la pandémie, nous avons eu moins de 200 cas de décès. Moins de 200 cas. Et ça, je voudrais saluer les autorités qui ont très tôt impliqué la société civile, le secteur privé, tous les acteurs. Et nous avons ensemble, chacun dans son secteur, a apporté ce qu'il pouvait apporter en termes de stratégie. Le secteur privé était dans la négociation pour que les emplois ne soient pas trop perdus, etc. Et il y a le comité de gestion qui comportait donc tout ce monde-là. Aujourd'hui, le comité de gestion non seulement veille à ce que les intrants ne manquent pas, c'est-à-dire faire les tests, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit à la disposition de tout le monde. Et il y a aussi aujourd'hui un comité qui a été mis en place maintenant que le vaccin va arriver. Et il nous est promis que le vaccin arrivera au mois de mars. Moi, je suis membre du comité. Et avec l'arrivée du vaccin, on est en train de structurer de sorte que le vaccin ne soit pas discriminatoire. S'il vient, il faut que toutes les personnes qui sont prévues pour recevoir le vaccin, que ça soit le cas pour tous. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a mis en place un comité qu'on a appelé le comité de plainte pour que les effets que le vaccin va faire ou bien que la pandémie va faire sur les populations, que la population ait un recours. Donc, aujourd'hui, c'est la fêtière des organisations de santé et celle-là qui, avec un comité composé de religieux, de médecins, en tout cas un comité qui recouvre des entités, reçoit les plaintes et recevrait les plaintes en cas de discrimination ou bien en cas d'effet du vaccin, etc. Donc, ce comité de plaintes, il a été créé par la primature et la primature a fait tout pour que tout le monde soit membre de ce comité-là. En tout cas, les secteurs importants soient membres de ce comité. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut dire que vraiment, en termes d'appui financier, nous avons pu obtenir
quand même des appuis financiers en tant que société civile pour continuer la communication avec les populations. Parce qu'on a fait un constat et l'UNICEF a corroboré cela à travers ce qu'ils ont appelé You Reporter. Comment on va dire ça? Les rumeurs ont fait en sorte que les autres services ne sont pas fréquentés. Les femmes ne vont pas vacciner leurs enfants. Quand quelqu'un est malade, il a recours plutôt au quartier. Ils ne vont plus aux hôpitaux parce qu'il est dit que si vous allez à l'hôpital, vous aurez le corona. C'est ce qui est dit. Donc, notre rôle, c'est d'informer la communauté pour dire qu'on ne va pas à l'hôpital pour attraper le corona. Parce que les personnes qui sont là-bas sont assermentées et elles n'ont pas le droit de laisser ou bien de transmettre volontairement le coronavirus aux populations. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions comme il se doit. Mais en tout cas, c'est un dynamisme qu'on constate et les femmes sont vraiment, j'allais dire, en première ligne aussi. Sur la question des violences, oui, on a entendu dire qu'il y avait des violences. On a souhaité avoir les moyens pour faire une étude. On n'a pas pu. Et ça reste entier. Si on trouve la possibilité de continuer à avoir faire un sondage, mettre en place un système par lequel les femmes, les enfants pourraient, par exemple, saisir le comité pour dire on m'a violenté, on m'a fait comme si. Ça, ce n'est pas encore. Et c'est une demande importante pour nous de dire si on trouve la possibilité de mettre en place, ne serait-ce que, comment on appelle quand c'est le téléphone, voilà, mettre un système de communication pour que les gens puissent nous saisir en cas de besoin. C'est vraiment la demande qu'on veut faire et je remercie pour tout. Merci énormément, Solange. Encore une fois, beaucoup de questions très pertinentes. On voit que les femmes, en effet, sont au cœur de l'organisation de l'activité pour répondre à la pandémie. C'est sûr que, bon, je vais commenter à la fin. Merci effectivement. Donc, j'ai présenté juste un peu plus tôt Mme Innocentia Guedegbe, donc je ne vais pas reprendre la présentation de tout à l'heure, mais donc Innocentia est Merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de dire quelque chose avant que la navigation ne s'éteigne. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe au Bénin? Le contexte est que tout le monde a été frappé comme le Bénin, de faire les premiers décès, les cas rapidement et a installé un cordon sanitaire. Donc, le cordon sanitaire a regroupé certaines communes et a laissé d'autres communes. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de déplacement de Cotonou, par exemple, vers Abomey. Vous comprenez? Donc, le cordon sanitaire s'est arrêté à un niveau donné où on ne peut pas dépasser. Donc, ce cordon est gardé par les forces de... Les policiers, les gendarmes, c'est gardé, vous ne pouvez pas aller. Donc, quels sont les effets durement sentis? Les effets ont été sentis surtout à cause de ce cordon sanitaire, pas aux femmes de ce déplacement d'une commune à une autre. Donc, surtout dans le milieu rural où moi je travaille, les femmes font des transformations des produits locaux et vont les vendre dans d'autres marchés.
Donc, avec l'installation de ce cordon, ces femmes-là ne peuvent plus quitter leur milieu et aller dans les autres communes pour aller vendre leurs marchandises ou bien pour aller se ravitailler. Donc, sur les marchés, au niveau des villes, il y a diminution des produits locaux, des produits de première nécessité, des produits. Donc, ce qui agit également sur les ménages. Donc, les ménages n'ont pas assez ces produits. Donc, tous ces produits ont élevé de prix. Rapidement, les produits ont doublé, triplé de prix. Rapidement, et ça agit sur les ménages. Donc, en ce qui concerne les femmes au travail, régulièrement, on fait des tournées pour aller faire des tests, constater si les femmes ont le virus ou non. Donc, aussi, on constate que tu as le cas, on constate le cas chez toi, on t'interdit de venir au travail, donc tu dois te mettre en quarantaine, ou bien on t'envoie dans un centre spécialisé de traitement. Dans le centre spécialisé, c'est seulement du COVID qu'on traite. On ne traite plus les autres maladies annexes. Donc, si tu as la chance de survivre dans les 2 semaines qui t'ont consacré, tu reviens, tu vas aller dans un autre centre spécialisé te faire traiter. Dans le cas contraire, tu es mort et on t'envoie dans un cimetière de tombes de fosses communes. Et pour toi, ça s'arrête là. Donc, en ce qui concerne ça, dans la fragilité, beaucoup de femmes demandent à être en quarantaine. Il y a des quarantaines qui sont acceptées si le cas n'est pas trop grave, mais il y a des quarantaines qui sont refusées, le centre spécialisé. Bon, à ce niveau également, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes? Beaucoup de femmes se sont rapprochées vers nous. Nous, pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Parce qu'on a dit, il y a une maladie qui tue. Donc, elles ne comprennent pas avec les désinformations. Beaucoup de femmes se rapprochent des ONG pour avoir beaucoup d'informations. Maintenant, comment les femmes s'organisent? Comme je l'ai dit au début, elles se rapprochent de nous. Elles viennent écouter, viennent entendre la vérité. Et aussi, dans toutes les communautés, dans les arrondissements, il y a les financiers qui installent les dispositifs de lavage de mains au niveau des lieux publics. Mais on constate beaucoup de vols, de savon, de gel à ce niveau, si bien que ce n'est pas durable. Donc, les dispositifs de lavage de mains sont uniquement au niveau des lieux de travail, uniquement au niveau des mairies, dans les ONG, donc on prend le dispositif avant de rentrer dans les bureaux. Maintenant, pour les en groupement, comme elles se retrouvent avant nombreux dans les ateliers pour les transformations, actuellement ce n'est plus le cas, le nombre est réduit. Donc si le nombre est réduit, on ne fait plus la quantité des produits transformés qu'on avait avant. Les produits finis, ce n'est plus à quantité. Donc le problème économique joue toujours. Les chauffeurs sont interdits de transporter plus de 3 personnes dans leur voiture. Donc, ça empêche aussi les femmes d'être en nombre pour aller revendre leurs marchandises, même si c'est entre cordons sanitaires. Donc, à cause des mesures barrières, les recours chez nous, par exemple, beaucoup de femmes ont fait recours aux médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels chez nous, il y a des tisanes, il y a des décoctions, ainsi de suite. Que beaucoup de femmes utilisent avant qu'ils ne sortent de la maison, ça remplace à peu près la quinine chez nous. Donc, les grandes habitudes des grands-mères qui étaient perdues, rapidement, toutes les femmes ont eu recours à ces remèdes, à ces habitudes de grand-mère, à ces guérisons de grand-mère que chacun détenait dans sa famille. Bon, en ce qui concerne également les méthodes traditionnelles dont j'avais parlé, ces méthodes-là sont utilisées même hors
des ménages en milieu rural. Donc, ça s'est réparti un peu partout dans les villes. En ce qui concerne les violences, nous avons remarqué que les chauffeurs briment des femmes revendeuses. Ça veut dire, comme on leur a interdit de ne plus charger les gens, eux, ils font des pressions sur les femmes et augmentent les prix des chargements. Le prix de marchandises, si avant on transportait à 2000 par exemple un sac de gari, actuellement ça s'augmente parce que le chauffeur n'a plus le nombre de personnes qu'il transportait avec le nombre de marchandises qu'il doit transporter. Ça agit plus sur les femmes. Bon, les élèves à qui on a donné un laptop, que tout le monde reste à la maison, ce qui concerne les travailleurs, que les élèves, quand les enfants sont restés à la maison, on a vu une augmentation de grossesse précoce et non désirée. D'autant plus que les enfants sont à la maison, sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de ainsi de suite. Donc, dans les communautés, même l'interdiction de rapprochement, on a vu l'augmentation des grossesses des filles en milieu des grossesses précoces et non désirées, beaucoup de ces grossesses. Et nous avons constaté aussi avec les avortements clandestins et autres, on a ainsi de suite. Voilà rapidement ce que moi je veux vous dire au niveau du Bénin. Donc j'attends les questions, par exemple, pour répondre. Merci. Merci beaucoup, est-ce que vous pouvez votre micro? Je pense qu'il y avait un écho. Oui, ok, merci. Je pense qu'on a manqué un peu de contenu, mais vous aurez l'occasion de préciser lors de la période de maintenant, on serait... Mais merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est important d'avoir aussi la voix des femmes du Bénin sur ces questions. D'ailleurs, parlant de questions, j'ai oublié de vous dire que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les inscrire dans la section questions-réponses ou question and answer qui est au bas de votre écran, puis on pourra les poser par la suite. Donc maintenant, ce serait le moment de projeter la vidéo de Emilia Castro du Québec. Si Catherine est prête pour la diffuser. Voilà. La Marche mondiale des femmes est née afin de dénoncer la pauvreté et la violence faite aux femmes. L'organisation de ce webinaire démontre notre volonté de concrétiser de plus en plus cette solidarité si nécessaire entre les femmes d'ici et d'ailleurs. La pandémie que nous vivons actuellement a un impact important sur la vie des femmes un peu partout sur la planète. Nous allons le constater avec les témoignages de nos sœurs de l'Afrique francophone. Ma présentation décrit sommairement la situation que vivent les femmes au Québec. Bien sûr, il y a présentement beaucoup de recherches et ces études vont nous permettre plus tard d'avoir un portrait plus complet des effets négatifs de cette pandémie sur les femmes. Nous devrons utiliser ces constats pour exiger des gouvernements de mettre en place des politiques sociales et économiques en mesure de répondre aux besoins de celles-ci. Pour y arriver, il est essentiel de poser un premier regard critique sur la situation actuelle. Un regard féministe, parce que le patriarcat et le capitalisme jouent un rôle de premier plan dans les conditions de vie et les conditions de travail des femmes. La pandémie a mis sur la place publique, avec une grande visibilité, les inégalités sociales, une situation que les groupes de défense des droits dénoncent depuis fort longtemps. Ces groupes affirment que les effets de la pandémie frappent encore plus durement les personnes les plus vulnérables de notre société. Toutes les recherches effectuées depuis le début de la pandémie confirment de manière évidente l'augmentation des inégalités sociales subies par les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes racisées et les personnes en situation de handicap. À cause du temps, nous aborderons ici seulement quelques aspects
de la situation vécue par les femmes. Avec l'appui des organismes partenaires, l'Association pour la santé publique du Québec et l'Observatoire québécois des inégalités ont publié en décembre 2020 les résultats d'un sondage auprès de 1500 personnes. Ce sondage révèle l'accroissement des inégalités hommes-femmes. Et je cite, « Le constat est que davantage de femmes que d'hommes ont perdu leur emploi, que ce soit d'une façon permanente ou temporaire. Durant la crise sanitaire, depuis un an, 68% des emplois perdus étaient occupés par des femmes au Québec, selon des chiffres compilés par le ministère québécois du Travail. C'est le double de la perte d'emplois chez les hommes. Beaucoup de ces emplois perdus par des femmes étaient dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de la culture, particulièrement touchés par les mesures sanitaires imposées par la pandémie. Les femmes ont été durement touchées au niveau de la santé physique et mentale, avec des baisses de taux d'emploi, des inquiétudes sur le plan financier, le tout accompagné de détresse psychologique. Les femmes sont aussi plus nombreuses à travailler à temps partiel, à avoir un contrat de travail temporaire, à cumuler plusieurs emplois et à ne pas faire partie d'un syndicat. De plus, elles assument les responsabilités parentales et même si elles travaillent, elles demeurent responsables de la majorité des tâches domestiques, du soin des enfants et des parents vieillissants. Dans ces conditions, la charge mentale est omniprésente chez les femmes. J'attire votre attention sur la situation des femmes migrantes et racisées au Québec, comme ailleurs au Canada. Ces femmes sont encore plus sujettes que les autres aux inégalités liées à la COVID-19. Elles sont aussi plus à risque, notamment parce qu'elles retrouvent davantage de travailleuses essentielles comme des infirmières, des préposés aux malades, par exemple. Dans le Grand Montréal, de 80 à 90% des préposés aux bénéficiaires dans les établissements de soins aux personnes âgées sont des femmes immigrantes, notamment afro-descendantes ou d'origine africaine ou maghrébine. L'exclusion sociale est extrêmement présente. Différents groupes de défense des droits sociaux ont dénoncé la situation de pauvreté des femmes, particulièrement en réclamant une souplesse administrative et la mise en place de mesures visant à augmenter les ressources financières des personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes assistées sociales et les personnes itinérantes. Ces groupes rappellent que l'objectif de leur demande est de permettre à ces gens de respecter les recommandations émises en matière de santé publique et de protéger leur santé. Comme le signale Marielle Bouchard de Rose du Nord de Québec, ce qu'il faut en temps de crise, c'est de la solidarité et de la souplesse. Le gouvernement doit être cohérent à mettre en place des mesures pour aider l'ensemble de la société. Ce sont les personnes à plus risque qui sont touchées par la COVID qu'on laisse actuellement sans appui. D'après un sondage du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, environ 50% de ces personnes ont rapporté une hausse de leurs dépenses de 100 à 300 $ par mois pendant la pandémie. Environ 75% d'entre elles se seraient privées de nourriture plus que d'habitude et 50% auraient coupé dans les soins de santé. Parmi les facteurs en cause se trouve le prix du panier d'épicerie, qui a beaucoup augmenté, dont la hausse au Québec pour 2021 est prévue à 4% en record. Dans une autre ordre d'idée, les mesures de confinement mises en place pour prévenir la propagation du virus, mesures certes indispensables, ont malheureusement eu des répercussions négatives sur les femmes, notamment en hausse des cas de violence conjugale. Les maisons d'hébergement ont constaté que cette violence a pris de l'ampleur. Les agresseurs utilisent le confinement pour exercer un contrôle intense en utilisant la violence physique et mentale. Dans une publication du Conseil du statut de la femme sur les violences conjugales, c'est écrit, je ouvre la parenthèse, que le confinement dû à la COVID-19 et le télétravail dans de nombreuses organisations sont venus ajouter pour les travailleuses victimes de violences des contraintes supplémentaires
dans une situation de violence quotidienne déjà dangereuse. Les conjoints violents tentent d'utiliser les climats d'incertitude pour accroître leur pouvoir à l'égard de leurs conjointes. Je ferme la parenthèse. Entre le 1er avril et mai 2020, au Canada, 9 femmes ont été victimes de féminicides, contre 5 pour la même période, en 2019. Dans un autre ordre d'idée, dans ma région, le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et les groupes de défense des droits sociaux dénoncent la situation créée par la pandémie. Sous-financement en santé et en éducation, perte de notre filet social menant à un appauvrissement et à davantage des inégalités sociales, etc. Aux problèmes sociaux vécus par les femmes s'ajoutent les problèmes environnementaux causés notamment par les changements climatiques. Ce sont encore les femmes qui seront les premières à devoir veiller sur les enfants, les parents vieillissants en période de chaleur extrême, inondations, ouragans et tant d'autres choses. Tous ces changements-là climatiques augmenteront encore la charge mentale des femmes et même pour celles qui travaillent à l'extérieur de la maison. Les réponses inadéquates des gouvernements face à la crise climatique et à la crise sanitaire nous demandent d'aller de l'avant dans nos actions et nos mobilisations. Sous les thèmes « Résistons pour vivre, marchons pour transformer », nous continuerons à construire un mouvement permanent, féministe, antipatriarcal, anticapitaliste et antiraciste. La Marche mondiale des femmes s'inscrit fortement dans cette résistance et présente des solutions concrètes, des alternatives pour construire un monde à notre image, imprégné des valeurs portées par la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Égalité, liberté, justice et paix. Merci. Bon, donc, c'est ça. Malheureusement, Emilia aurait vraiment souhaité être avec nous aujourd'hui, mais je pense que sa vidéo laissait transparaître là, son engagement pour ces questions. Puis, j'ai oublié de la présenter avant sa vidéo, donc je vais la présenter a posteriori. Donc, Emilia est arrivée au Québec en décembre 1974 comme réfugiée politique du Chili, tout en militant contre la dictature de Pinochet. Emilia a travaillé de Pinochet. Emilia a travaillé dès l'ouverture à la garderie du cégep Limoilou, puis impliquée dans la fondation du premier syndicat des travailleuses en garderie. Elle a été élue vice-présidente au Conseil central CSN de Québec-Chaudière-Appalaches comme responsable des dossiers de solidarité internationale et des conditions de vie et de travail des femmes. Plus de 30 ans d'engagement syndical et féministe lui ont donné l'occasion de militer sur la première ligne de la Marche du pain et des roses, puis de la Marche mondiale des femmes. Retraitée, elle y poursuit son engagement féministe, tant au Québec qu'à l'international. Donc, vous avez bien senti, je crois, cet engagement dans sa vidéo. Donc, tel que mentionné, malheureusement, je crois que Thérèse ne pourra pas se joindre à nous de République démocratique du Congo. C'est encore une fois les enjeux d'Internet, mais on serait rendu donc à la période de questions. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser votre question dans la section questions et réponses ou Q&A qui est au bas de votre écran. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été écrites, mais d'abord, juste pour ajouter quelques remarques, je pense qu'on voit bien que tant au Québec qu'en Afrique, lorsqu'il y a une absence de protection sociale fournie par l'État, que ce soit à cause du statut des travailleuses et travailleurs ou parce que il y a un aveuglement par rapport aux questions spécifiques liées aux femmes, notamment la violence faite aux femmes. Souvent, les femmes sont plus affectées, donc la situation de la pandémie met en lumière les inégalités, les différentes failles en termes de discrimination envers les femmes, d'injustice envers les femmes, mais aussi envers les femmes racisées et les femmes les plus appauvries par notamment le système économique capitaliste dans lequel on vit. C'est le cas au niveau local, mais aussi au niveau international. On voit que la situation est beaucoup plus grave pour les femmes de l'économie informelle qui vivent au quotidien en Afrique, qui sont carrément menacées par la faim du fait qu'elles n'ont pas accès
à la nourriture nécessaire à leur gagne-pain. Donc, c'est très critique. Là. Puis, mais ceci dit, même ici au Québec, certaines personnes, donc comme le disait Emilia, qui ont dû se priver de plus de nourriture pendant cette période. Il y a aussi la question de l'inégalité de l'accès aux vaccins. Certaines y ont fait référence, donc qui est cette fois-ci mondiale. Il y a la question de la violence faite aux femmes. Chacune en a parlé du fait que ça a été accentué par rapport à la pandémie. Donc, puis dans des situations qui peuvent devenir gravissimes, comme causer des féminicides. Puis donc, comment doit-on se mobiliser collectivement? Parce que clairement, il y a un aspect du patriarcat ou en tout cas du manque de considération dans les mesures prises par rapport à la pandémie des droits des femmes. Puis donc, ceci dit, je pense qu'à travers chacun des témoignages, on voit bien que les femmes suggèrent des pistes d'autogestion, d'organisation collective qui permettent de renforcer le collectif plutôt que de simplement individualiser la réponse à cette crise. Souvent, on semble mettre de plus en plus de l'avant des mesures plus répressives ou de contrôle, mais il y aurait sûrement moyen de répondre de manière plus féministe ou collective à la crise pour renforcer ces modes de résilience-là à long terme par la suite, plutôt que de renforcer un modèle qui nous individualise, qui favorise la division entre les groupes et entre les individus. Donc, voilà pour quelques remarques. Là, on était rendu à la période de questions, mais je vois que Thérèse semble avoir réussi à se joindre à nous. Encore une fois, faisons preuve de flexibilité. Thérèse, est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour qu'on voit si on peut vous entendre? Votre micro est allumé. Est-ce que vous pouvez parler pour que je vois si on entend le son? Je vous annonce. Oh, ça semble difficile. Malheureusement, votre connexion semble instable. Donc, je vais d'abord, je crois que je vais commencer par les questions, donc, qui sont les gens en ligne, le temps qu'on... Oui, c'est ça. OK, bon. Oui, effectivement, je peux la présenter en attendant pour voir si son Internet se remet à fonctionner. Donc, Madame Thérèse Dikangu, comme je disais, elle est de République démocratique du Congo. Elle est secrétaire générale de la Ligue des femmes pour les élections, qui a été créée en 2005. C'était une organisation inédite, qui est en fait une structure regroupant les femmes de toutes tendances, majorité, opposition, indépendante, et les femmes de la société civile, et ayant pour objectif principal d'accroître la participation politique des femmes congolaises. Elle est directrice générale de First One, qui est une entreprise spécialisée en matière de crise. Elle a une passion pour l'agriculture familiale qui est aussi tenue par sa famille. Elle a une formation assez variée, donc en biomédicale, en statistique, mais aussi en gestion informatique. Donc, espérant qu'on... Oh, bon, voilà. Pendant que je lisais sa présentation, elle semble être disparue. Donc, je vais passer aux questions. Donc, il y a M. Massimo Moba, qui lui, d'ailleurs, vient de République démocratique Congo. Il souhaite demander à Mme Dao comment les femmes qui travaillent dans le secteur informel parviennent-elles à s'en sortir face à la situation de la COVID, et y compris les femmes chefs de ménage. Probablement qu'il y a certaines réponses qui sont qui ont déjà été fournies par d'autres présentatrices depuis. Ensuite, à Mme Innocencia, encore M. Massimo Moba, est-ce que les médicaments traditionnels que les femmes appliquent pour la guérison de la pandémie ont eu un impact positif sur le traitement? À date, en tout cas, ici, on parle de peu de médicaments qui seraient efficaces sur la pandémie.
OK. Bon, je vais passer à une autre personne pour laisser la place à... Donc, il y a Comme Femme Berry qui demande pourquoi les femmes pensent qu'en allant à l'hôpital, elles risquent d'attraper le virus. Y a-t-il un manque de communication, un manque de sensibilisation? Je crois qu'il y a quand même Solange qui a répondu par écrit. Puis finalement, pour l'instant, il y a Viviane Michel, mais je veux quand même souligner que Viviane Michel, c'est la présidente de Femmes autochtones du Québec ici, donc ça montre qu'il y a, j'imagine aussi, plusieurs autres groupes de femmes qui sont présents et à l'écoute. Donc, on salue Madame Michel, mais aussi tous les autres groupes de femmes et leurs représentantes qui sont ici. Donc, Madame Michel demande quelles sont les protections ou les recours des femmes africaines lorsqu'elles sont victimes de violences. Est-ce qu'elles dénoncent? Donc, je pense qu'on peut, vous pouvez répondre à toutes aux questions qui vous semblent les plus pertinentes selon votre parcours. Donc, je vais y aller en donnant la parole. Peut-être Madame Dao Bintou, si vous souhaitez répondre en premier. Ah, il faut juste allumer votre micro. Oui. La question, c'est comment les femmes sont protégées ou bien quelle est la protection? Vous pouvez me reprendre la question, s'il vous plaît? Je pense qu'il y en avait une sur le secteur informel et comment les femmes du secteur informel parviennent à s'en sortir face à la COVID. Puis une autre, c'était quelles sont les protections ou les recours pour les femmes africaines face aux violences domestiques? Alors, pour la première question, je dirais qu'au niveau du Burkina Faso, les femmes sont organisées en association. Voilà. Et si vous allez dans le secteur informel, comme Amélie, tu le sais déjà, il y a des réseaux de femmes qui vendent uniquement des fruits et légumes. Il y en a qui vendent de l'habillement. Le sous-secteur informel est bien organisé. Donc, ça veut dire que les femmes sont organisées en secteur d'activité pour s'approvisionner pendant la COVID-19. C'est-à-dire qu'en tout cas, le réseau des femmes fonctionne comme il se doit. Celles qui vendent des légumes s'approvisionnent de manière fortuite, c'est-à-dire entre fournisseurs et vendeuses, il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau du Burkina, on peut dire que les associations de femmes sont très actives. Donc, ce problème ne se pose pas. Elles sont assez organisées et il y a plusieurs réseaux de vente de femmes. Voilà. Au niveau du secteur informel, Madame Amélie peut déjà vous le témoigner, nous avons déjà mis en place des groupes de femmes qui travaillent dans divers domaines. Celles qui font la teinture, la maraîchère-culture, les commerces généraux, les fruits et légumes. Voilà. Et à travers ces réseaux-là, elles collaborent ensemble pour relever les défis de la COVID-19. Voilà ce que je peux dire. Quant à la protection des femmes, au niveau du Burkina, ici, nous avons déjà une loi, la loi 061, qui prend en charge les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, il y a une loi qui couvre les femmes. Au niveau du Burkina Faso, en cas de violation de ces droits, notamment le viol, les violences, comment dirais-je, les mariages précoces, si elles sont dénoncées, il y a une loi qui punit ça au Burkina Faso. C'est la loi 061. Et est-ce qu'elle porte plainte? Si elle porte plainte, parce que les cas au Burkina Faso, généralement, les femmes ne portent pas plainte. Que ce soit au niveau des mutilations génitales féminines, les femmes ne portent pas plainte. Que ce soit les violences conjugales, elles ne portent pas plainte. Et les rares qui portent plainte, les rares femmes qui arrivent à porter plainte aussi, vous savez, il y a les gens arrivés au niveau des autorités, notamment la police. Si ce n'est pas une femme qui la reçoit directement, si c'est un homme, vous voyez, la violence n'est pas aussi jugée comme il se doit. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces violences-là. Mais néanmoins,
il y a une loi qui protège. Mais il faut dénoncer la situation, il faut dénoncer les cas. Si c'est ouvertement dénoncé, il y a l'association des femmes juristes qui se battent pour ça. Merci Voilà ce que beaucoup. je peux dire par rapport aux violences. Okay. Bien, merci beaucoup. On fait face à certaines des mêmes questions ici aussi au Québec par rapport en tout cas, au système de justice qui est souvent incapable de répondre à ce type de crime et de lutter contre l'impunité dans ce secteur. Là, je vois Thérèse apparaît et disparaît. Là, je pense que sa communication est très instable, mais bon, là, ça a l'air pas mal. Donc, je vais lui... Madame Thérèse, vous pourriez prendre parole pendant que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, vous pouvez parler. En fait, on était à la période... Oui, allez-y. Vous disiez? En fait, on était rendu à la période de questions, mais vous pouvez prendre parole pour répondre aux questions que nous avions posées par rapport à la situation en RDC. Oui, je vous épargne de tout le formule protocolaire. je passe directement au vif du sujet. Je suis incapable, de lire mon exposé. Je vais parler comme ça. C'est plus pratique parce que si je vais lire là, ça me prendra peut-être 11 minutes et pourtant le temps n'est pas en notre faveur. En fait, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays où les chômages bas sont pleins. Et ce sont les femmes qui arrivent à faire vivre leur famille par les activités régénératrices. C'est-à-dire, une femme qualifiée, une femme instruite va facilement prendre le service qui se présente devant elle juste pour faire vivre sa famille et assurer la scolarité de sa progéniture. Et la pandémie a profondément impacté négativement l'économie de la femme dans le sens que même celles qui sont rémunérées, celles qui ont des avantages sociaux, se sont vues marginalisées dans le sens que le travail est réglementé. Vous allez au travail à tour de rôle par semaine ou par mois. Et vous savez, et c'est quand vous êtes sur les lieux de travail que les opportunités se présentent. Et si vous devez faire à tour de rôle, vous n'avez pas la chance de tomber sur ces opportunités. C'est ainsi que les femmes ont vu leurs problèmes s'alourdir de temps à autre. Mais nous, en RDC, nous avons connu deux temps forts, les confinements et les couvre-feux. Le confinement, je vous épargne. Tout le monde sait comment le confinement s'est passé, ça a été catastrophique. Mais maintenant, nous avons un problème de couvre-feu. Le couvre-feu, je prends un exemple banal. Les femmes qui font des restaurations de fortune, qu'on appelle à Kinshasa les femmes, les mamans Malewa. Ces femmes ont une grande clientèle, ils vendent très tôt le matin et tard la nuit. Et vous voyez que les deux extrêmes dans les couvre-feu, ce n'est pas facile. Parce qu'elle doit se réveiller à 4 heures, être sur la route pour atteindre son lieu de travail. Non, ce n'est pas possible parce que le couvre-feu commence de 21h à 5h. Donc, c'est un problème. Et maintenant, au lieu de travail, souvent ces femmes vendent à partir de 19h jusqu'au-delà 0h et consort. Ce n'est plus possible parce que maintenant, ils doivent arrêter à 21h. Et quand elles arrêtent à 21h, soit les courageuses font fait à leur risque et péril, elles préparent comme il faut, s'il faut
terminer, ça va. Si ça ne termine pas, elle s'arrange. Mais il y en a qui disent non, mieux vaut prendre un peu, préparer un peu, comme ça, il a juste un transport et quoi donner aux enfants. Vraiment, nous demandons à l'autorité, quand on va faire les plans de relance, qu'on tienne compte de cette catégorie de femmes pour que, à la longue, pendant la pandémie, mais même après, qu'on tienne compte de cela, parce que les femmes sont incapables. Elles ont fait un effort pour relancer leurs activités après l'état d'urgence. Et quand l'état d'urgence est terminé, le temps qu'ils ont eu pour relancer n'a pas suffi avec la deuxième vague qui a imposé le couvre-feu. Alors, il nous faut des lois qui sécurisent la femme parce que tout le monde le sait, ces femmes sont braves, tout ce qu'elles ont, c'est l'énergie, l'amour de ce qu'elles font juste pour survivre. Mais avec la pandémie, c'est difficile. Dieu merci, elles sont moins atteintes et celles qui sont atteintes succombent moins. Et c'est ça que nous avons fait avec la pandémie de la COVID. Et je disais aussi que même les femmes qui sont rémunérées, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça, même les femmes qui sont rémunérées, celles qui ont des avantages sociaux n'arrivent pas aussi à s'en sortir. La pandémie a frappé en pleine vie quotidienne de la femme. Merci. Et comment vous êtes-vous organisé comme groupe de femmes face à cette réalité? Oui, comme je l'ai dit, j'ai synthétisé, peut-être tu ne m'as pas bien suivi. Dans les plans de relance, nous faisons les plaidoyers auprès de l'autorité, le gouvernement, pour prendre en charge cette catégorie des femmes. Et aussi, actuellement, avec la LIFC, où je suis secrétaire générale, la Ligue des femmes congolaises pour les élections, nous avons organisé les activités avec Fondation Ancedel, qui est ISDD, pour voir en quelle mesure les femmes, avec les cotisations maintenant que nous allons faire, on va donner des crédits aux femmes. Ça se trouve dans mon exposé que je peux peut-être vous faire parvenir après. Nous avons souhaité que nos cotisations suffisent pour donner des crédits aux femmes. Parce que la banque ne donne pas de crédits facilement. Pour donner des crédits, on impose, il y a des exigences. Il faut avoir un terrain, il faut avoir une parcelle, il faut avoir ceci, cela. C'est que les femmes n'ont pas. Alors, on s'est dit, nous allons nous cotiser. Nous allons nous cotiser et faire le lavage des cerveaux des femmes parce que pendant cette activité, il y a des femmes qui ont dit que nous avons essayé par le passé des cotisations dont nous avons vu les responsables s'enfuir avec. Alors nous avons dit non, aujourd'hui on se connaît assez. Nous avons évolué au sein de Ancedel, c'est depuis 2013 que nous conforme les leaderships féminins, donc nous sommes censés nous connaître. Avec ces cotisations-là, on va arriver à financer les femmes pour voir comment les femmes vont aller maintenant de nouveau. Et ici, ce n'est pas un démarrage comme ça banal, non. C'est d'abord des formations, comment monter une entreprise, comment chercher des capitaux, comment épargner, comment faire le coût d'amortissement. Donc, c'est tout un long programme que nous sommes en train de suivre pour l'instant. Nous avons commencé ce mois. Ça va prendre encore 3 mois jusqu'à la fin. Et le plus grand problème, c'est qu'on ait des lois de la République qui sécurisent la femme, ce qui n'est pas chose faite jusqu'alors. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On est vraiment contente de pouvoir vous avoir avec nous, finalement.
Donc, je pense que ça s'ajoute bien là, au reste des questions. Il y a Innocentia, je vois, qui souhaite peut-être renchérir ou répondre aux questions qu'on avait posées plus tôt. Donc, Innocentia. Merci beaucoup. J'ai eu comme première question, est-ce que les médicaments traditionnels que les femmes appliquent pour les guérisons de la pandémie ont un impact positif sur le traitement de la pandémie? Ici au Bénin, c'est des réactions proactives. Ça veut dire, une fois que les femmes ont su qu'il y a une telle maladie, elles commencent par prendre des précautions. Et les tisanes que nous prenons à notre niveau sont des précautions préventives. Le plus souvent, c'est préventif, ce n'est pas pour guérir la maladie. Donc, qu'est-ce que ces femmes-là peuvent prendre? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer notre système immunitaire? C'est ça qui était prépondérant. Et chez nous, nous avons beaucoup de feuilles, beaucoup d'écorces, beaucoup de décoctions et beaucoup d'épices que en prenant, tu te renforces et ça renforce ton système. Et nous avons constaté également qu'il y a beaucoup de gens qui ont contacté et qui ont pris ces médicaments, ces épices que les gens conseillent, ainsi de suite. Ils le prennent en plus le traitement officiel. Donc, ça veut dire le traitement officiel, une fois même que ça te guérit, tu te renforces. Donc, c'est pour renforcer notre système. Nous, on n'a fait aucune analyse pour savoir si ça guérit effectivement le COVID ou non. Donc, on prend ça pour... Il y a des citrons, les gingembre, les épices, les clous de girofle, ainsi de suite, que nous prenons pour renforcer notre système immunitaire. Les protections des femmes victimes de violences. Chez nous au Bénin, nous avons des lignes vertes. Des lignes vertes que les gens utilisent, aussi bien les victimes que les témoins. Dans les communautés, il suffit d'appeler la ligne verte pour dénoncer un cas de violence ou toi-même en tant que victime, tu peux appeler pour dénoncer le cas de violence dont tu es victime. Donc, il y a des centres d'écoute également qui existent où les femmes peuvent aller se présenter et en tant que victime parlent. On les écoute aussi leurs auteurs et on voit comment on peut régler le problème. Il y a aussi des centres de traitement des femmes victimes de violences, des coups de blessures corporelles, physiques, sexuelles, psychologiques, morales. Ces centres existent. Nous avons également beaucoup d'associations de femmes qui luttent, même d'associations des hommes aussi qui luttent contre ce fléau. Il y a les associations des femmes avocates, les associations des femmes juristes, il y a Wildaf Bénin, il y a d'autres associations. Donc, le problème se règle aussi par les réseaux sociaux. On peut dire si, par exemple, le cas, c'est vraiment interdit, mais on essaie de prendre le cas, ou bien on prend l'audio qu'on balance sur n'importe quel réseau. Donc, si ça atteint un réseau, ce réseau balance sur le mot acquis de droit qui traite ce problème. Parce que les associations de femmes ont des réseaux, le réseau droit de l'homme existe, le réseau... Innocentia, peut-être qu'il faudrait fermer la caméra vu que votre connexion est instable. Une association est intéressée, les informations sont données, appelle la victime ou rencontre la victime et le plus souvent. Mais ce qui nous dit le hic, c'est que le plus souvent, quand nous voyons les cas des victimes et qu'on prend le cas des victimes, bon, je crois qu'on l'a perdu, malheureusement. Bon, donc si jamais votre connexion devient instable, un des trucs, c'est de fermer la caméra pour que la vitesse se maintienne plus facilement. Donc, jusqu'à ce qu'elle revienne, est-ce que
Solange, vous aviez des réponses aux questions antérieures sur la violence faite aux femmes et le travail informel. Oui, je garde donc ma caméra fermée à cause du réseau, à cause de l'instabilité. Je voudrais... le travail informel, je vous ai dit que c'est vraiment l'occupation la plus importante pour les femmes en Côte d'Ivoire. Elles sont dans la distribution, elles sont dans la restauration, elles sont dans ce qu'on appelle ici les petits commerces. Et c'est qu'on appelle les petits commerces, les femmes ont heureusement réussi à s'organiser. Comme le disait Thérèse, il y a des associations maintenant. Elles ont des associations qui sont assez fortes. Et ça, je vous assure que je suis souvent fière de cela. Parce qu'aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, les femmes arrivent, veulent que personne ne mange, en tout cas, je crois que personne ne mangera. Elles ont la maîtrise de ces secteurs. Malheureusement, la plupart des responsables ne sont pas des personnes qui sont allées à l'école. Elles n'ont pas de niveau d'éducation. Et ça limite leur force. Ça limite la force dans la mesure où s'organiser devient, j'allais dire, une difficulté. Parce qu'elles ont la possibilité d'aller jusqu'à un niveau, mais après, ce n'est plus tout à fait possible. Donc, ça, c'est déjà ça. L'autre aspect, c'est toujours la difficulté d'accès aux ressources. Ici en Côte d'Ivoire, les banques font rarement confiance aux associations de femmes, bien qu'on voit que les activités qu'elles font sont rentables. Donc, elles sont obligées de vraiment se contenter de peu de possibilités pour faire ce qu'elles ont à faire. La microfinance qu'on organise aussi, j'avoue que la microfinance, souvent, ça devient plutôt un problème pour les femmes. Parce que quand elles empruntent et qu'elles ne peuvent pas rembourser, elles sont traduites, comme tout le monde, hein, en justice et tout. Et souvent, c'est vraiment l'humiliation, c'est aussi la famille qui est là, pourquoi tu as fait ceci et cela. Donc ça, vraiment, ce sont des grosses difficultés au niveau des femmes. Pouvoir accéder à des possibilités, hein, pouvoir organiser leur propre activité, c'est-à-dire en termes de dire que le capital, c'est ça, le bénéfice, c'est ça, elles ne sont pas encore en mesure d'arriver à cela. Donc, il faut de la formation. La formation pour leur permettre de s'améliorer. Donc, ça, ce sont ces aspects. Maintenant, sur la question des violences, je voulais quand même en dire un mot. C'est vrai, hein, nous avons ce qu'il faut. Nous avons les associations de femmes juristes. Nous avons des ONG internationales. Nous avons des systèmes. Nous avons la loi qui existe. Il y a toute une panoplie de choses qui existent. Mais il y a quand même le frein qui est le frein coutumier. Si, par exemple, une femme est victime de viol et qu'on l'amène parce que chez nous, ça commence par chez la police, à la police, mais la famille de la victime va mettre la pression. De l'autre côté aussi, c'est la pression. Ah oui, tu vas te faire humilier, tu vas faire ceci, il faut retirer ta plainte, ou ceci. Et ça, on n'est pas encore arrivé à résoudre ces problèmes. Les cas qui sont constatés, parce qu'il y a quelquefois des cas où la victime soit est blessée ou bien vraiment décédée. Là, quand on est informé de ce genre de situation, comme l'a dit une de mes sœurs, en tout cas, on publie sur les réseaux sociaux. On fait tout pour que ça arrive au tribunal. Et ici, en tout cas, les violences, surtout sexuelles, sont punies de minimum 5 années de prison ferme. Ça, c'est déjà ça. Mais comment on fait entre les lois qui sont votées et la mise en pratique de ces lois-là? Lorsque, au milieu de tout ça, vous avez la situation culturelle, vous avez encore les pesanteurs qui sont sur les femmes. Donc,
Voici un peu. Je pense aussi que, et ça, je le redis, mettre en place un système par lequel les femmes pourraient recourir. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, c'est vrai. Mais comment on fait pour que, si elle a besoin d'appeler un service, que ce soit un service vraiment spécialisé, que ce soit un service qui ait les possibilités de lui venir en aide sans que, déjà au départ, qu'on la bloque. Parce que une fois, si l'information n'est pas sortie, on ne peut rien faire. Et ça, la marche a encore cette difficulté-là à pouvoir permettre aux femmes de dénoncer de façon anonyme. Elles recourent encore à des services trop traditionnels et avant qu'on remonte, on a déjà la possibilité que ça soit bloqué quelque part. Donc, c'est un peu cela que je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas, on peut faire certains croisements certainement avec la situation au Québec, même si les lois sont fortes, même si les femmes ont officiellement accès aux tribunaux, c'est très rare qu'elles obtiennent justice pour des crimes sexuels et le harcèlement. Même s'il y a eu des grandes vagues de dénonciation ici dans les dernières années, malheureusement, il y a souvent une inadéquation entre les volontés de justice des survivantes puis la capacité dans notre système de justice actuel, pour plein de raisons là, qui sont complexes, là, de leur rendre réellement justice dans ce système-là. Je vois que Thérèse est prête à prendre parole. Peut-être, oui, vous pouvez y aller. Thérèse, peut-être qu'avant que vous répondiez, je vais poser, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Est-ce que les militantes et les groupes de femmes de la Marche mondiale des femmes ont des liens avec les militantes syndicales? Donc, j'ajoute cette question aux autres questions. Je pense qu'on va essayer de terminer au maximum à 1h45. S'il vous plaît, comme moi j'ai un peu de problème là, laissez-moi vite terminer parce que j'ai presque terminé avant. Ce que je disais, le risque, c'est que si nous détectons les femmes victimes et on est derrière eux et on commence les procédures juridiques et judiciaires, au bon milieu, elles viennent te voir pour dire que c'est une affaire de famille, de laisser tomber, qui ne peut plus poursuivre. Après tout, c'est son mari, c'est le père de ses enfants. Et ça soit en quelque sorte la procédure entamée. Et c'est ça le plus souvent qui nous gêne. Parce que si la victime ne se présente pas, tu ne peux pas aller te présenter en son nom et parler en son nom. En ce qui concerne les syndicats, ici au Bénin, beaucoup de structures de syndicats, COSI, UNSDB, ainsi de suite, sont membres de la coordination béninoise de la Marche mondiale. Merci beaucoup. Et il y a une femme vraiment battante d'un réseau de syndicats, malheureusement, qui est décédée suite à un accident, qui combat beaucoup avec nous, mais elle est décédée, paix à son âme. Merci beaucoup. Voilà rapidement ce que je voulais dire, avant que cela ne coupe encore. Oui, désolée, j'espère que je ne vous ai pas coupé en gérant les tours de parole. Là. Je m'excuse si c'est le cas. C'est les difficultés d'Internet, encore une fois. Je crois que Thérèse voulait prendre parole si son Internet fonctionne toujours. Oui. Je disais ceci. Je ramasse deux points directement. Quand on a parlé de traitement traditionnel, j'ai eu la chance d'être dans le comité multisectoriel avec les task force présidentielles. Et là, on a pris toutes les couches. Et là, je suis allée avec ma casquette de princesse. Je suis princesse aussi. Je coordonne la Ligue de princesses et des reines et princes de la RDC. C'est dans ce sens-là multisectoriel contre la COVID. Les praticiens sont venus, c'est quoi?
nous sommes à cheval, nous sommes acculturés. Sur le plan scientifique, on dit, OK, vous voulez prendre le traitement traditionnel, mais vous devez nécessairement faire les tests. Vous passez au test et comme ça, vous prenez les produits. Mais ça ne peut pas marcher parce que la première vague, vous savez que ça tuait beaucoup de gens. Personne ne pouvait aller chercher à se faire tester. Vous vous faites tester aujourd'hui et la réponse vient dans une semaine. Beaucoup de gens sont passés directement à ce traitement traditionnel. Et moi, j'ai dit que ça nous a fait un effet très positif parce que le cas qui est donné officiellement, les cas testés positifs, ce n'est pas le reflet de la réalité. On a vécu avec beaucoup de gens qui ont fait tous les symptômes possibles. Mais ça reste COVID entre guillemets. Aussi longtemps qu'on n'a pas fait les tests, ça reste de COVID entre guillemets, mais les gens là ont guéri. Pourquoi? Parce que la tisane, on la prend chaude, les poumons sont épargnés. Même si vous êtes réellement atteint, les risques s'amenuisent aussi. Différentes tisanes que les gens impositifs dans cette pandémie. Et je reviens maintenant aux violences faites aux femmes. Ici, chez nous, ce n'est pas tellement la coutume, hein. C'est plutôt les juridictions. On prend un cas, même si on coffre le bourreau, mais après 3-6 mois, vous trouvez le bourreau sur la route et là, vous êtes encore anéanti davantage parce que ce que vous avez fait comme effort pour protéger échoué. Et les cas ne sont pas poursuivis comme il faut. On ne sait pas. C'est la corruption qui se passe au niveau des bourreaux détenus. C'est quoi? On ne sait pas exactement. Il y a aussi des fois, on dit, bon, comme il n'y a pas un suivi, comme il n'y a pas de plaignants, mais moi je me dis, un problème qui a déjà été présenté devant les juridictions et que le bourreau est condamné. Et suivre encore, c'est faire quoi? Donc, on doit continuer à aller voir dans la prison si la personne est dedans ou pas. Tout ça, c'est bien compliqué. Merci beaucoup, Thérèse. Je crois que je ne vois pas beaucoup d'autres, il n'y a plus d'autres questions, mais surtout des remerciements pour vos présentations. Je pense que ça soulève plein de réflexions et de parallèles à faire avec la situation au Québec. Peut-être juste pour clore, parce que je pense que ce serait difficile là, de faire une synthèse de vos présentations. Est-ce que vous avez des appels à solidarité entre les groupes de femmes du Québec, les femmes du Québec et les femmes africaines ou sinon les personnes solidaires des causes des femmes africaines? Est-ce que vous avez des demandes précises ou des déclarations qu'on pourrait appuyer? Avez-vous des idées de solidarité à venir pour vous appuyer? Oui. Il y a un danger qui nous guette à l'horizon. Il faut renouveler la classe des femmes combattantes. Les jeunes d'aujourd'hui n'acceptent pas du bénévole. Que ce soit les filles ou les garçons. Et c'est dans l'immédiat où ils doivent trouver un gain de par tous les moyens pour que nous renouvelions la classe des militantes. C'est un risque qui nous guette à l'horizon. Nous devons, coûte que coûte, mettre les jeunes avec nous. Et pour cela, comme demande les femmes,
où les organisations ou les organismes qui ont des moyens peuvent venir en aide aux autres organisations où les femmes militantes sont debout, pour que même quand nous organisons des rencontres avec ces jeunes gens, qu'on arrive même à leur payer les transports, juste les transports, un casse-croûte, c'est-à-dire une canette de sucré, il y a la vie. Des jeunes gens, quand ils ne voient pas la vie, elles intéressent, alors notre combat va tomber à l'eau si nous ne remplaçons pas nos efforts. Merci beaucoup, Thérèse. Je crois que ça a été entendu. Bintou, pour la solidarité. Oui, merci de me donner la parole. Je pense que ce que nous avons vécu ce soir, c'est déjà une opportunité pour nous. Et si ça se reproduisait, ça ne serait pas mal. Et au niveau de la marche, comme vous le saviez déjà, nous traversons une période assez difficile. On aimerait être accompagné par les associations du Québec, si cela est possible, en cette période de COVID-19. Qu'est-ce que les associations du Québec peuvent faire pour les sœurs de l'Afrique de l'Ouest, notamment celles du Burkina, parce qu'en ce moment, nous traversons des difficultés avec la COVID-19. Les activités sont au ralenti. Sinon, ce que je peux assurer, la marche mondiale du Burkina Faso est reconnue parmi les associations de la société civile. Sur le plan reconnaissance au niveau du ministère de la Femme, la marche mondiale est reconnue. Mais il nous faut des actions fortes pour être un peu visibles. En ce moment, c'est ce qui nous manque. Donc, nous demandons le soutien des associations, celles que vous êtes, pour nous accompagner aussi dans la mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre des activités en cette période de COVID-19. Voilà un peu ce que je peux dire. Tantôt, vous avez posé une question à savoir si la marche mondiale avait un lien avec les syndicats. Au niveau du Burkina, oui. Nous travaillons avec les femmes syndicalistes. Donc, nous avons un lien, nous exécutons les journées du 8 mars et du 1er mai ensemble. Donc, il y a une collaboration directe. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire un peu. C'est le soutien de nos sœurs que vous êtes dans la mobilisation des ressources pour pouvoir mener à bien certaines activités en cette période de COVID-19, comme je l'ai dit dans ma présentation. Merci, Amélie. Merci pour tout. Merci beaucoup, Bintou. Maintenant, Solange, est-ce qu'il y avait un appel particulier à faire? Solange, est-ce que vous nous entendez? Bon, peut-être qu'on a... Bon, oui, on a perdu Solange. Bon, décidément. Bon, donc, ben, merci d'abord, merci au Comité québécois, à la Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes pour de l'organisation de cet événement. Merci aussi au Comité québécois Femmes et Développement. Merci surtout à nos invités, Bintou Tao du Burkina Faso, Thérèse Dikango de RDC, Innocentia Gwedegbe du Bénin, Solange Koné de Côte d'Ivoire et Emilia Castro du Québec. Donc, je pense que vous avez bien vu là, tous les croisements. Puis effectivement, je pense que Emilia a raison de rappeler qu'en fait, c'est un système contre lequel on lutte tous et toutes. Le système capitaliste, le patriarcat, qui sous-tendent plusieurs des dynamiques actuelles qui sont exacerbées par la pandémie, mais qui existaient bien avant. Donc, ce qu'on peut voir comme injustices qui sont plus présentes, elles étaient là
avant, puis on peut se mettre ensemble entre femmes qui souhaitent défendre les droits des femmes et des personnes les plus vulnérabilisées, les plus marginalisées, appauvries en cette situation-là, pour trouver des solutions féministes, je pense, et plus collectives à cette crise-là. Puis je pense que les femmes africaines qu'on a entendues aujourd'hui nous ont présenté des pistes et une énergie fort inspirante en ce sens. Elles nous ont montré des manières de se mettre ensemble pour répondre quand l'État ne répond pas, quand certaines institutions qui laissent plus de place aux hommes ne répondent pas, comment on peut s'auto-gérer, s'auto-former, être solidaire entre nous. Et je pense que c'est quelque chose, plusieurs pistes desquelles on peut s'inspirer et surtout une énergie aussi, un dynamisme qui nous nourrira pour la suite. Vous n'avez peut-être pas vu là, Bintou et Thérèse et toutes les autres qui sont disparues, là, mais il y a plusieurs messages qu'on pourra vous partager par la suite là, qui vous remercient, là, de personnes qui vous remercient de la qualité du contenu, de ce que vous avez présenté, se disent solidaires aussi de vos luttes. Et donc, la suggestion de Bintou, je pense, est intéressante pour la suite. Pourquoi ne pas faire plus régulièrement des dialogues avec les femmes africaines et d'autres régions pour mieux comprendre leur réalité, puis bâtir finalement une vraie solidarité réciproque et à long terme ensemble à travers la Marche mondiale des femmes notamment et le réseau des mouvements et groupes de femmes. Donc, c'est je pense, un rendez-vous pour la prochaine fois. Puis, on vous remercie toutes et tous d'avoir été présentes. On espère que ce message-là résonnera à travers vos réseaux. Parce que, je pense, un des moyens d'être solidaire, c'est aussi de rendre l'Afrique visible, l'Afrique qui est si souvent oubliée. Et, merci. Je dis rapidement que j'aurais besoin de vous pour le 8 mars pour qu'on puisse faire peut-être une visio pour la Côte d'Ivoire. Je vous écrirai. Je n'ai pas pu parler tout à l'heure parce que j'étais coupée. Oui, oui. Parfait. Donc, on pourra, c'est ça, si vous avez des appels précis, on pourra les diffuser dans le réseau des personnes qui étaient là aujourd'hui par la suite. Puis, on vous remercie encore une fois. Puis, en toute solidarité avec vos luttes. Puis, on continue les liens d'amitié avec vous dans les mois à venir. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Merci Solange, merci Bintou, merci Nastasia. Ok, merci. Merci beaucoup. On va continuer de communiquer par mail. Donc, si nous avons quelque chose d'important, on va vous envoyer ça par messagerie, par mail, ainsi de suite. On peut même vous appeler parfois. Oui. J'avais une question. Oui, oui, maintenant, la marche mondiale de 2020 n'a pas eu lieu faute de COVID-19 et en 2025, ça sera dans quel pays? En fait, moi, je sais pas, mais j'imagine que c'est... En fait, moi, je suis pas assez... Et l'action internationale, c'est eux qui doivent pouvoir répondre à ça. Les gens du Québec. Ça n'a pas été encore déterminé par le secrétariat international, c'est ça, c'est ce que c'est ma compréhension avec la pandémie aussi qui bouleverse un peu. Je pense qu'il y aura sûrement des activités en ligne d'ici là et que le pays sera déterminé par la suite. Est-ce que vous voulez suggérer la RDC? On a déjà eu la marche de 2010. Pardon.
Oui, on a eu la marche en 2010 à Bukavu. Bon, super. À refaire. Bon, donc, je vous remercie. Je pense qu'on peut, on va mettre fin à l'événement, mais on poursuit ensemble, on poursuit la route ensemble. Puis merci pour toutes les réflexions très pertinentes que vous avez soulevées. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous toutes et à bientôt alors. Au revoir. Merci à vous. Oui, à bientôt. À bientôt. Merci, merci. La prochaine. À la prochaine. Bientôt, on se rappelle. Inch'Allah. Merci bien, Amélie. Oui. Merci.